planification stratégique dans les secteurs publics et parapublics. Vous vous êtes inscrits nombreux et j'en profite pour saluer tous mes ex-collègues des ministères et organismes. Depuis août dernier, je dirige une ligne d'affaires qui vous est destinée avec Marie-Josée Roussy et Joël Bélanger, que je remercie infiniment. Nous avons été les principaux organisateurs de ce premier webinaire soumis à votre intérêt. Plusieurs personnes du secteur privé se sont également inscrites. Vous êtes également bienvenus car le sujet, bien sûr, est universel. Nous sommes bien conscients que la plupart d'entre vous sont familiers avec le processus pour produire un plan stratégique, faire son diagnostic externe et interne, enjeux, orientation, cibles, indicateurs, respecter les orientations du Conseil du Trésor. Aussi, aujourd'hui, avec nos panélistes, Mme Annie Talbot, M. Yves Frenette et Mme Nancy Gelbert, nous voulons aller plus loin et voir comment votre planification stratégique peut être un outil de gestion vivant qui propulse votre organisation. En termes d'organisation, nous avons conservé 15 minutes à la fin pour que je transmette vos questions aux conférenciers. Inscrivez-les simplement en bas de l'écran dans votre image où il y a l'icône Q-A. Vous pouvez inscrire vos questions là, on va les recenser puis les relayer vers les conférenciers. Aussi, après l'événement, notre équipe vous fera parvenir un courriel de remerciement pour votre participation. Vous allez y trouver un sondage concernant votre appréciation de l'événement et vos intérêts pour des événements futurs. On vous invite à répondre nombreux et au besoin, n'hésitez pas à communiquer directement avec moi pour vos commentaires et questions additionnelles. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Nancy Gelbert pour qu'elle se présente et qu'elle introduise nos invités. Je vous reviens à la période de questions. Merci beaucoup. Nancy? Merci beaucoup, Daniel. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. On est vraiment heureux de vous avoir ce matin en grand nombre, comme ça, comme le dit Daniel, à ce premier webinaire qui est destiné au secteur public-parapublic. Je suis associée chez Raymond Chabot Grant Thornton dans le groupe de transformation des affaires. Je m'occupe d'un groupe de 50 consultants qui aident les organisations à travailler sur leurs enjeux de gestion. La planification stratégique est un des enjeux de gestion. C'est le point de départ souvent de l'organisation, de la pensée pour aller plus loin, innover. On a des gens spécialisés dans ce secteur-là. Et en plus, bien, comme le dit Daniel, nous avons une équipe dédiée au secteur public-parapublic. Et c'est pour ça aussi ce matin qu'on avait le goût d'en discuter avec vous. On a le goût de discuter avec vous, non pas de la mécanique, parce que la plupart d'entre vous êtes dans des postes où vous avez ce rôle et ces responsabilités-là, mais plutôt de discuter de comment on peut utiliser au quotidien la planification stratégique comme outil de gestion puissant pour propulser votre organisation. Et dans ce contexte-là, non pas seulement quand la planification stratégique est faite, mais aussi au moment de travailler cette planification stratégique-là. Et on sait que vous êtes dans ces processus-là actuellement. Donc, mobilisez vos équipes, mobilisez vos comités de direction, faire des choix stratégiques qui vont vous amener plus loin. Et quoi de mieux que d'en parler avec des gens qui le vivent au quotidien comme vous et d'en discuter avec eux pour pouvoir aller chercher des trucs, des astuces qui vont vous permettre aussi de les intégrer dans votre organisation. Donc, on a choisi de discuter avec deux panélistes qui viennent d'organisations différentes, donc une très grande organisation, une plus petite organisation qui ne sont pas au même stade d'implantation et c'est ça qui va faire la beauté de la chose. Donc, sans plus tarder, je vous les présente. Je vous présente mes deux invités qui sont là aussi à l'écran. Je vais lire parce que là, ça va être plus simple, je ne veux rien oublier. Donc, Mme Annie Talbot, secrétaire directrice générale de la Commission des champs de bataille nationaux, qui cumule plus de 30 ans d'expérience en gestion, financement, communication, marketing et organisation d'événements majeurs, dont la majorité dans des organismes sans but lucratif. À titre de première directrice générale de la Fondation La Presse, elle a veillé à la mise en place de la gouvernance et au développement des stratégies et leviers philanthropiques destinés à rejoindre les mécènes. De 2010 à 2018, elle a occupé le poste de présidente directrice générale de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec et mené la première grande campagne de financement de l'institution avec un objectif de plus de 33 millions, constituant le plus important projet de mécénat culturel de la Ville de Québec. Elle a vu également à la mise en place de politiques et mandats de comités de gouvernance, finances et audits, ainsi qu'au processus de planification stratégique dans diverses organisations. Son organisation, la Commission des champs de bataille nationaux, est une agence du gouvernement canadien. La CCBN, en tant que gestionnaire du Parc des champs de bataille de Québec,
permet aux Canadiens et Canadiennes de bénéficier du premier parc historique national au Canada et d'un des plus prestigieux parcs urbains au monde. Théâtre des grandes batailles de 1950 et 1759 et 1760, le parc des champs de bataille regroupe les plaines d'Abraham et le parc des Braves. Forte de son histoire, de sa notoriété et guidée par les mandats donnés par le ministre du Patrimoine canadien, la CCBN a complété récemment son plan stratégique 2022-2025 et on lui a donné un nom, un espace dynamique, un patrimoine unique. Donc, dans cette foulée, la CCBN a affirmé sa volonté d'agir comme vecteur de fierté patrimoniale et un espace d'appropriation contemporain. Bienvenue, Annie. Merci d'être là avec nous. Merci beaucoup, Nancy. Sachant que le plan aussi de la Commission des champs de bataille nationaux est tout frais, tout chaud, hein, il sort du four, comme on dirait. Il n'y a même pas un mois encore. Effectivement. Donc, quand on va parler d'implantation avec Annie, Annie va nous dire ce qu'elle souhaite faire, ce qu'elle compte faire, mais elle va l'expérimenter un petit peu plus tard. On a aussi Yves Frenette, FCA. Bienvenue, Yves, vice-président à l'accès sécuritaire au réseau routier de l'assurance automobile du Québec, la SAAC. Yves a amorcé sa carrière en cabinet en 1988. Son intérêt pour les politiques publiques ainsi que son désir d'apporter des changements dans les finances des gouvernements et de s'impliquer dans l'amélioration des services aux citoyens l'amène à faire le saut dans le secteur public en 1993 au bureau du vérificateur général du Québec. Puis, en 1998, il se joint au ministère des Finances du Québec où il occupe, avant son départ en 2005, un poste de directeur général. Il est alors responsable des dossiers majeurs et complexes du domaine financier gouvernemental et membre du réseau des contrôleurs du secteur public canadien. Leader reconnu en gestion de la performance, des risques et de la transformation organisationnelle, M. Frenette est recruté en 2006 par le SAAC. Il est alors directeur général de l'indemnisation et de la réadaptation des accidentés de la route, puis directeur général de la révision administrative et du contentieux. En 2010, il est nommé vice-président. Il implante alors avec ses collègues une transformation majeure axée sur la qualité des services à la clientèle au moindre coût. De 2012 à 2020, il est vice-président aux ressources humaines, aux finances et à la performance, fonction qui lui permet notamment de moderniser à l'aide d'outils technologiques la performance de ses fonctions. En juin 2020, donc assez récemment, il est nommé vice-président à l'accès sécuritaire du réseau routier en vue de réaliser la transformation de cette vice-présidence, appuyée par la technologie numérique en vue d'améliorer l'expérience client, celle des partenaires et des employés. Récipiendaire de plusieurs prix honorifiques et membre de différents comités depuis plus de 25 ans, M. Frenette est le président fondateur du comité DCA du secteur public. La SAAC, vous la connaissez, c'est une société d'État qui a pour mission de protéger la personne contre les risques liés à l'usage de la route. Et à cette fin, la société qui a plus de 3 900 employés et 6 millions de clients mène des actions de promotion de la sécurité routière et de prévention, gère l'accès au réseau routier, surveille et contrôle le transport routier des personnes, des biens et contribue à la protection du réseau routier, indemnise les personnes accidentées de la route, facilite leur réadaptation et fixe les contributions d'assurance et gère le patrimoine fiduciaire. La SAAC, elle, en est à son 3e plan stratégique. Alors, Yves va pouvoir aussi nous parler de son implantation et de comment on travaille avec ça. Alors, merci, bienvenue Yves. Je suis très contente d'avoir nos 2 panélistes. Et en commençant tout de suite, là, j'ai hâte de les écouter, là, j'ai parlé beaucoup. Donc, j'ai le goût de commencer par une question qui va être plus générale, mais qui met la table pour dire, on a dit que cet outil-là, la planification stratégique, c'est un outil vivant pour propulser nos organisations. Bien, à tour de rôle, comment utilisez-vous cet outil-là pour propulser votre organisation? En quoi ça nous permet de propulser cette organisation-là? Et je commencerai par Yves pour mettre la table. Merci. Ça me fait plaisir, tout le monde, d'être là ce matin. Pour moi, la planification stratégique, c'est d'abord une convention. Hein. C'est un engagement qu'on va aller chercher avec toutes nos parties prenantes, nos employés, le conseil d'administration, les partenaires. Donc, on a un engagement parce qu'on va réaliser ce plan-là avec tout le monde. Donc, c'est important que les gens se sentent engagés pour être capables de se propulser. Puis qui dit engagement, bien, il dit convention. Convention, dans le mot convention, pour moi, il y a le mot convenir. Donc, il faut convenir ensemble de qu'est-ce qu'on va faire dans le futur pour améliorer notre situation.
Puis dans le mot convention, ça ne veut pas dire un compromis non plus. Tu sais, ce n'est pas un grand compromis où on ne se retrouve pas puis que ça fait pout, pout, pout. C'est quand même quelque chose qui va nous propulser. Donc, il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions aussi à expliquer et à convenir avec les personnes. Fait que pour moi, propulser, ça veut dire ensemble tout le monde, allons vers l'avant, améliorons les choses. On travaille en équipe, on discute, on partage, c'est ça que j'entends, puis on convient ensemble. Puis ça va nous rendre plus forts. Puis Annie, justement, à la CCBN, comment utiliser cet outil-là pour se propulser? Est-ce que aussi on parle de convention? Tu vois ça comment? Effectivement, j'aime bien ce mot-là, convention, pas dans le sens formel du terme, mais plutôt qu'on prend une action de convenir ensemble de ce qu'on veut faire dans les prochains mois, années. Donc ça, ça a été très utile pour nous. Et moi aussi, je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce matin, même si on n'en est pas à notre 3e à la commission. C'est un premier exercice, là, 360 degrés en plus de 40 ans. Moi, je suis là seulement depuis 1 an, mais ce dont je peux témoigner, c'est qu'on soit une petite ou une grande organisation, je l'avais fait préalable dans d'autres organisations, le sens de la démarche reste le même, hein, à plus petite ou plus grande échelle. Et moi, je pense que c'est un exercice qui donne un réel sens pour tout le monde. Donc, on convient effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Yves, on convient ensemble de ce qu'on va faire, mais ça donne aussi un sens qui est partagé ici maintenant. Hein? On parle plus loin là, de nos lois constitutives et puis des missions d'organisation, mais cet exercice-là nous permet de faire aussi de donner un sens ici maintenant sur ce qu'on va faire pour la suite des choses. Puis ça donne aussi une voix vraiment VOIE là, à tout le monde dans l'organisation, ce qui n'est pas nécessairement possible au quotidien dans les opérations courantes d'une organisation. Mais là, vraiment, ça donne cette occasion-là de remettre sur la table tout ce qu'on peut échanger et c'est vraiment quelque chose qui est très vivant comme outil, définitivement. Mais j'aime le mot, hein, on se dit, on prend un moment d'arrêt. Et donc, ce n'est pas juste de faire ça pour faire, mais d'utiliser ça vraiment dans un moment d'arrêt, de se mettre, Yves disait, ensemble pour aller plus loin et tracer la voie du futur, donc de visualiser ce qui va s'en venir. Vraiment intéressant. Et quand on se prépare, parce que là, ici, il y a plein de gens qui sont en train de se préparer dans ce processus, on doit constituer les équipes, on doit choisir des gens. Comment on choisit les bonnes personnes pour participer? Qui avez-vous choisi? Puis Annie, c'est frais, là, donc qui avez-vous choisi pour le faire? Bien, je dirais que c'est peut-être le privilège d'une plus petite organisation, mais je suis convaincue qu'Yves nous donnera des exemples là, dans une organisation plus nombreuse. Mais le privilège, c'est d'avoir pu affirmer dès le départ qu'on veut que tout le monde soit autour de la table. Alors, pour nous, on a des employés, contrairement à moi, qui sont à la commission depuis plus de 30 ans. C'est une organisation centenaire pour laquelle on a posé des questions très, très actuelles. Donc, ça a été challengeant, bien évidemment. On a mis tout le monde autour de la table, vraiment, à commencer par le conseil d'administration. Mobiliser aussi les équipes de direction pour dire on va avoir besoin de remettre sur la table tout ce qui nous sommes, puis je sais qu'on parle ultérieurement du diagnostic, tout ça, mais ça a été vraiment comme, on a mis tout le monde autour de la table à des moments différents pour que chacun puisse vraiment contribuer, puis donner l'impression que ce qui ressort de notre planification stratégique, ce n'est pas un outil de direction, c'est vraiment un outil de l'organisation complète. Donc, on implique tout le monde, puis je sais que vous appliquez une méthode, justement, la SAAC, qui fait ça, mais qui a un nom aussi. J'ai le goût que tu nous en parles parce que je trouve ça intéressant. Effectivement. Effectivement. C'est sûr que même si nous, ça fait plusieurs planifications stratégiques qu'on fait, je tiens quand même à mentionner que les commentaires que je vais faire aujourd'hui sont en toute humilité, là, puis il faut que ça soit adapté aussi au contexte de chacun, puis de la réalité de chacun. Mais tout comme Annie, dans le fond, l'objectif, nous aussi, c'est d'asseoir tout le monde. Il faut voir qu'il faut asseoir tout le monde alentour de la table. Là. Donc, on avait un grand défi considérant le nombre de personnes que ça concerne. Fait on a, nous, notre méthode, c'est une méthode qu'on appelle affectueusement la méthode en W. W parce que si vous suivez mes mains, on va aller chercher les parties prenantes au fur et à mesure. Ça tout part du comité de direction de la Société d'assurance automobile. Mais on va aller voir
le conseil d'administration, le ministre. On va aller voir nos parties prenantes, les directeurs, les employés. Donc, on va s'en aller comme ça dans le temps, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le plan. Et c'est pas, on mettra pas, en fait, le comité de direction ne fera pas tout. Quand on va arriver au niveau des objectifs, des cibles, on va déléguer des choses, mais on va toujours s'assurer d'aller communiquer. C'est pour ça qu'on dit en W, dans le temps, ça fait un W, c'est comme ça qu'on l'a découvert. Et c'est étiré dans le temps, c'est à peu près une période de 12 mois, la Société d'assurance automobile. Donc, il faut voir, 12 mois, certains pourraient dire que ça n'a pas de sens, c'est beaucoup trop long, mais à la fin du 12 mois, l'ensemble des parties prenantes, incluant les employés, c'est le lendemain qu'on met ça en onde parce que tout le monde est contaminé. On a convenu tout le monde ensemble. Donc, le 12 mois, on le prend aussi de qualité pour vraiment s'en aller. Pas juste consulter les participants, mais convenir, le mot convention que j'ai dit tout à l'heure, dans la méthode W. Puis un jour, chez nous, on s'est dit, bien, W, c'est quand même beau. Pour nous autres, ça signifie 3 choses. With, là, vous allez m'excuser l'anglicisme, mais with, avec, win, parce que c'est gagnant-gagnant, et c'est wow. C'est sûr que ça fait un effet wow à la fin parce que tout le monde se sent impliqué et intéressé par la planification stratégique. Donc, c'est comme ça part du comité de direction et on va aller solliciter les parties prenantes au fur et à mesure des intérêts de chacun. Vision, mission, c'est le CA, c'est sûr qu'on va aller vers le conseil d'administration, les directeurs généraux. Les cibles, les objectifs, bien, on va laisser de la marge de manœuvre à nos gestionnaires qui vont avoir à livrer des résultats. C'est comme ça qu'on s'est placé. Après plusieurs planifications stratégiques, ça fait la 3e, on utilise cette méthode qu'on dit du W, affectueusement appelée la méthode W à la SAC. Je compléterai juste en disant que je trouve ça très wow, effectivement. Si c'est permis, on pourra peut-être l'utiliser nous autres aussi. Mais ce que je me rends compte, c'est que pour avoir vraiment impliqué tout le monde dans le processus qui a duré quand même 6 mois, au début, évidemment, il y avait toute la question, la courbe d'apprentissage des différents membres de l'équipe pour comprendre ce que ça allait donner. Mais ce que je constate très récemment, parce que, comme on le disait tantôt, Nancy, pour nous, c'est très frais, mais c'est que je n'ai pas personnellement à réexpliquer parce que tout le monde sait où est-ce qu'on s'en va. Alors là, on n'a même pas rendu à l'étape de présenter notre cahier là, formaté, puis avec des belles photos, tout ça. Puis malgré ça, les gens ont un écho de ce qu'on a discuté, puis c'est déjà clair pour eux. Donc, vraiment, je pense que c'est tout à fait wow comme processus. Puis je trouve ça intéressant ce que vous dites, hein, parce que c'est comme si la gestion de changement ou la communication, l'adhésion se fait tout au long du chemin et ça ne commence pas au jour où on publie le plan, ça commence vraiment en amont. Puis pour les gens qui sont dans le processus actuellement, ayez cette réflexion-là, puis petite, grande organisation, même si je suis une grande organisation, je peux réussir, ce que j'entends avec la méthode de la SAC, réussir à impliquer tous quand même. Parce que des fois, on peut se dire, oh, c'est fastidieux, c'est gros ça, mais cette approche-là permet de le faire. C'est vraiment intéressant. Et ça m'amène justement à l'étape du diagnostic, hein, parce que quand on commence le plan stratégique, on dirait qu'il y a une étape où on se dit, ah, il faut vraiment faire le point. C'est long, ça, passer à travers où on est. Puis nous, chez Raymond Chabot, on appelle ça l'étape où sommes-nous, hein? Dans le où sommes-nous, bien là, je dois aller voir un peu de statistiques, je dois regarder ce qu'on a fait dans les dernières années, notre avancement du plan stratégique précédent. Mais tout ça, là, ça a l'air gros, puis allez voir aussi les tendances. Comment réussissez-vous à en faire, comment avez-vous réussi dans ce que vous avez fait, à en faire une étape intéressante, importante et aller tirer des messages fondamentaux dans cette étape-là, Annie? Je dirais que la première chose, c'est de le faire avec beaucoup d'humilité. Hein? Moi, on œuvre dans des organisations qui ont une longue histoire. Pour nous, c'est plus de 113 ans d'histoire. Fait que, c'est facile d'entendre. Ben là, ça fait 100 ans qu'on fait ça, puis ça va bien. T'sais. Oui, mais est-ce que ça va si bien? Puis est-ce qu'on peut améliorer? Donc, ça prend beaucoup d'humilité. Il faut expliquer aux directeurs puis aux gestionnaires qu'on n'est pas dans un mode de trouver des coupables ou des failles dans l'organisation, mais vraiment, avec beaucoup d'humilité et de courage, de mettre sur la table ce qu'on sait de l'organisation sous toutes ses facettes.
Alors, ça a demandé, pour nous, un ajustement au départ. Hein, les premiers groupes de discussion, tout ça, c'était un peu plus challengeant. Mais assez rapidement, je pense que l'autre chose, c'est de mettre les gens en confiance par rapport à ce qu'on va faire avec ces informations-là. On n'est pas dans comment quelqu'un va faire une évaluation d'un rendement. On n'est pas là. On est vraiment dans l'ouverture, dans le partage, dans l'humilité, dans le respect de l'autre pour mettre sur la table vraiment les éléments qui, parfois, sont des éléments qui méritent attention ou amélioration. Puis du courage. Je pense que ça a l'air facile à dire, c'est un mot commun, mais ça en prend parce qu'on est appelé des fois à remettre en question des choses qu'on prend pour acquis ou qui sont justement tellement ancrées depuis longtemps qu'on se dit, bien, ça, c'est comme un pilier qu'on ne peut pas toucher, mais non. Non, la planification stratégique, c'est vraiment 360 degrés. Donc, ça prend du courage pour aborder ces sujets-là qui, parfois, n'ont pas été discutés depuis longtemps. C'est un moment, puis c'est un moment hein, pour, comme tu dis, regarder, pas avoir peur de regarder, parce que c'est ça qui va nous amener plus loin. Et il y a une affaire que, quand on avait jasé aussi, par rapport aux parties prenantes, hein, dans cet exercice-là, souvent, on doit aller voir nos parties prenantes. Tu disais, on a eu des focus groups, on entendait des choses. Comment vous avez impliqué ces parties prenantes-là aussi pour qu'elles vous disent ce qu'elles avaient à dire? En positionnant vraiment la démarche dans sa globalité. Pour nous, vraiment, les gens, pour certains, étaient même heureux de dire on a senti ça. Là. Autant parfois, il y en avait qui avaient des commentaires plus difficiles à recevoir, mais ils étaient tous fondamentalement heureux d'avoir cette tribune-là pour dire hey, nous, on vous connaît depuis 20, 30, 40, 50 ans, et puis on est content de pouvoir vraiment échanger à ce niveau-là. Et ça donnait aussi, j'allais dire, c'est ça, une posture un peu d'ouverture, puis même d'humilité de la part de la commission, pour dire, ben nous, on est prêt à entendre ça, on est prêt à recevoir ce qui pourrait être amélioré, puis ça va faire de nous une meilleure organisation. Donc, on est allé vraiment très largement parce qu'on s'est rendu compte aussi que pour plusieurs me disent, ah ben là, on gère les plans d'Abraham, mais il y a beaucoup de volets. Donc, on avait, avec vous, avec vos concours, on a eu quand même plusieurs dizaines, voire centaines de parties prenantes là, qui ont été consultées. Et puis, ça a été extrêmement, extrêmement éducatif là, pour la suite des choses. Ouais. Donc, c'est riche hein, puis d'entendre et de sortir de notre organisation. Et à cet égard-là, je sais, Yves, que vous faites des exercices aussi qui vous permettent de regarder ailleurs. Exact. Mais je partirais peut-être, puis Annie, elle a raison, l'humilité, la capacité de se remettre en question, s'auto-critiquer, mais rester positif et constructif, avoir du fun même, du plaisir, du bonheur à le faire. On a eu une période un peu, nous autres, où pour faire... on a cherché, OK? Parce que quand on dit se comparer, hein, ça veut dire se comparer, aller chercher nos semblables, on a fait faire une recherche à un moment donné partout dans le monde, voir, on a reçu un comparable parce qu'on voulait se comparer. Puis la firme ou l'organisation qui nous a aidés, nous a accompagnés là-dedans, bien, ils sont venus au bout de plusieurs mois pour nous dire, ben, il n'y a personne comme vous dans le monde. Fait qu'on s'est dit, by the way, donc on ne peut pas se comparer, donc on va faire n'importe quoi. Non, c'est pas ça qu'on a fait. On s'est quand même dit, non, on va se comparer. Donc, parce qu'on est un monopole d'État, OK? On n'a pas de compétition quelque part. Puis la firme nous l'a confirmé. On a un monopole d'État, mais jusqu'où on va? Jusqu'où il faut aller dans la performance puis dans nos indicateurs de gestion. Fait qu'il faut se comparer, surtout quand on est un monopole d'État. Des collègues du privé qui sont là, eux autres, ils ont leurs compétiteurs pas loin, hein, qui sonnent à leur porte à chaque jour ou en tout cas, qui les perturbent assurément, les fait évoluer. La compétition, c'est bon. Dans le gouvernement, comment est-ce qu'on la crée, cette compétition-là, pour être capable d'évoluer? Bien, par l'étalonnage, par la comparaison. Donc, il faut s'étalonner avec nos semblables. Nous autres, on a le volet sécurité routière. Bien, sécurité routière, qui dit sécurité routière, les bilans routiers, on se compare avec les meilleurs au monde. Le Québec est très, très bien positionné parmi les meilleurs au monde au niveau des bilans routiers. Il ne faut pas se leurrer, on est dans les meilleurs au monde, mais il faut se pousser encore plus loin. On regarde nos voisins ontariens, on regarde les pays nordiques, les pays scandinaves qui sont très bons, parce qu'à un moment donné, on se faisait dire, ben oui, au Québec, on ne sera jamais aussi bon que les sudistes parce qu'on a de la neige, on a ces choses-là. Mais la Norvège, ils ont beaucoup de neige, ils sont très bons. Donc, ça nous a permis de se faire un étalon. Puis quand tu as un étalon, c'est l'endroit où tu devrais aller, tendre vers les meilleurs. Mais aussi, ça t'empêche d'aller trop loin.
ce que j'appelle, moi, la surperformance. Hein? Les lunettes roses, l'idéal, c'est impossible. C'est sûr qu'on veut aucun mort au Québec sur les routes. Ça, là, c'est clair, c'est zéro. Hein? C'est le bilan zéro qu'on veut. On travaille pour l'atteindre. Est-ce qu'on va l'atteindre un jour? Là? Je vais laisser les gens y penser 2 minutes, mais on a quand. Fait que donc, l'idée, c'est il ne faut pas non plus faire de la surperformance. Quand on parle d'expérience client, les clients aussi, ils veulent avoir une belle expérience avec nous autres, mais ils ne veulent pas une surexpérience qui va leur coûter trop cher. La même chose avec les employés. Donc, les talons, là, c'est très, très important pour mettre des faits dans le dossier, s'assurer qu'on est à la bonne place. Quand on parle des clients, Annie en a parlé, la voix, ça donne une voix aux clients aussi. On donne une grande, grande place à nos clients pour venir nous influencer. Elle ne sera jamais assez grande en ce qui me concerne, la voix du client. Parce que le client, des fois, il nous ramène à l'ordre. Il nous dit, ben là, tu me donnes ce service-là, c'est du sur-service, c'est de la surproduction. J'aimerais mieux que tu m'en donnes moins là, puis tu m'en donnes un petit peu plus sur ce côté-là. Donc, la voix du client. On fait tous nos partenaires, les concessionnaires automobiles, les mandataires, etc., on les implique dans notre planification stratégique aussi, pour qu'eux aussi aient une voix. Fait que je pense, je rebondis sur ce que Annie disait tout à l'heure, au niveau des voix, je pense que c'est important de ne pas s'écouter soi-même, simplement comme leader, mais d'aller beaucoup avec, moi j'appelle ça le bonhomme patate, avec des grandes, grandes oreilles. Tu sais, ça me ressemble un petit peu, là. Avec des grandes, grandes oreilles, puis aller écouter. Puis ils vont vous le dire, ce qu'il faut que vous fassiez dans la planification stratégique. Exact. C'est sûr qu'à un moment donné, vous avez des décisions à prendre parce qu'il y a des contraintes, il y a des difficultés, votre organisation est rendue peut-être pas au niveau où le client voudrait qu'elle soit rendue, etc. Vous avez des décisions à prendre. Mais il reste que la base, c'est de le faire avec les clients et les parties prenantes. Annie, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose? Oui, j'allais dire effectivement d'avoir des grandes, grandes oreilles. Tu sais, c'est un peu comme on voit dans les réseaux sociaux le fameux phénomène de la chambre d'écho, là, où on entend toujours la même chose sur ce qu'on aime, sur ce qu'on pense, puis on roule dans ça. Il n'y a rien de pire que de se dire entre nous, on se félicite, notre conseil d'administration est content, on reste dans cet écosystème qui est un peu fermé. Mais à l'extérieur, juste pour nous, par exemple, ça pourrait être simple de penser que les plaines d'Abraham sont toujours belles, il y a des beaux arbres, c'est un beau parc, puis on peut marcher, mais durant la pandémie, ce n'était pas aussi simple que ça, gérer tout ça, puis ça nous a fait prendre conscience que ça a été des sujets importants dans notre discussion de planification stratégique. Mais qu'est-ce qu'on est devenu finalement comme vecteur de bien-être, de beauté dans une période où ça a été tellement difficile pour nos communautés de proximité, bien, on a compris qu'on avait un rôle qu'on n'aurait pas pensé peut-être il y a 10 ou 15 ans. Tu sais. Donc ça, là, on l'a écouté, les gens nous l'ont dit, puis ben oui, en veulent encore plus, bien, alors il faut répondre à ça. Alors ça, c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu déterminer nous-mêmes seulement à l'interne. Donc, c'est un bon point, la pandémie, Annie. C'est sûr, on est allé marcher puis on a déjà découvert possiblement beaucoup de belles choses, mais la pandémie aussi a servi aussi, c'est une menace, mais beaucoup d'opportunités, on pourra en reparler un peu plus tard, mais beaucoup d'opportunités ont été créées par... Fait que donc, chaque événement est à capter quand tu fais une planification stratégique. Il ne faut pas que tu dises, ben ça, je n'en tiendrai pas compte. Non, tiens, il faut tenir compte. Il faut manœuvrer avec les éléments, les événements. Je trouve ça intéressant ce que vous dites parce que moi, je vous écoute et je me dis, il faut faire face, il faut faire face à ça, il faut ouvrir, beaucoup d'écoute de parties prenantes, de ne pas avoir peur, d'être humble, puis de tirer ce qui peut vous amener ailleurs dans ça, de lire à travers les messages que vous recevez d'un benchmark, d'un étalonnage, d'une partie prenante, d'un client, de lire ça, puis de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de beau avec ça, puis pour se propulser encore une fois, parce que au contraire, c'est pas une menace d'entendre où est-ce qu'on est, c'est plutôt quelque chose qui nous permet de se propulser encore une fois. Vraiment intéressant, puis de ne pas escamoter ça. Moi, je vous écoute, je me dis, hey, c'est une étape qu'on n'escamote pas. Puis moi, des fois, je travaille avec des clients, puis ils disent, le diagnostic, Nancy, on peut passer à la vision, on n'a pas besoin de passer par là. Non, c'est important, on passe par là. Puis il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à tirer de cette étape-là. Ça m'amène à parler aussi de la vision. On dit toujours, la vision, c'est une projection ambitieuse, mais réaliste de ce que l'organisation doit atteindre. On veut être enthousiaste à travers ça, cette vision-là. Puis on dit souvent, la vision,
elle nous permet là, de regarder plus loin. Mais comment on fait pour établir une vision qui va être vraiment porteuse, puis qui va être commune? La convention, justement, de Yves, tantôt, tu disais, ben, c'est une convention, on doit convenir ensemble, mais comment on fait pour y arriver à bâtir une vision qui va nous porter plus loin? Puis Yves, je commencerai avec toi. Bien, c'est sûr qu'au début, on peut avoir le syndrome de la page blanche. Là. Donc, il faut partir avec quelque chose, un os, comme on dit. Mais il faut que ça fasse beaucoup de sens pour les gens, d'entrée de jeu. Pour toi qui l'écris, hein, si on est 4-5 à faire la première ébauche, bien, il faut qu'elle fasse beaucoup de sens pour nous autres. Il faut qu'elle intègre les éléments. Il faut qu'elle intègre les éléments. Puis moi, je pense qu'il faut que ça soit simple, mais peu de mots aussi. Hein? Il faut que ça soit compréhensible. Puis quelque part, le commun des mortels qui la lit, il faut qu'il se retrouve dedans aussi. Donc, on a quand même une certaine responsabilité. Après ça, il faut la mettre au jeu. Puis il faut peut-être accepter aussi beaucoup, même si c'est une vision, des fois de changer certains mots. Parce que là, ça va tout prendre sa saveur, ça va prendre son sens. Et tu vas voir les réactions des gens, des directeurs du conseil, du ministre. Ils vont avoir une réaction par rapport à la vision que tu exprimes. Et c'est la puissance des mots. On comprendra qu'il faut, après ça, s'ajuster. C'est probablement un défi additionnel chez Annie, hypothèse que quand il faut aller aussi en anglais, en français. Là. Donc, il y a un défi là, sur les mots. Ouais. Okay? Puis nous, à la SAC, tu sais, tantôt, tu décrivais ce qu'on faisait. Tu sais, on peut le décrire du point de vue très, très mécanique, ce qu'on fait, mais qu'est-ce qui va nous apporter plus loin avec tout le monde? Fait que c'est sûr que notre vision à nous autres, on pourra en reparler si tu veux, Nancy, mais on a voulu impliquer les citoyens dans notre vision. Okay? On a voulu que ça soit pas juste la vision de la SAC, mais la vision de la collectivité au niveau du comportement et de la sécurité routière, et non pas juste portée par une organisation. Okay? Fait qu'il y a eu beaucoup de choix, de retour là-dessus, et à un moment donné, c'est sûr qu'il faut prendre des décisions. Hein? Et on fait un montage et on l'explique aux gens. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. À la SAC, par exemple, on a ajouté à notre vision pour être avec eux au cœur de leur sécurité, pour être avec les clients au cœur de leur sécurité. Pour être avec eux, pourquoi qu'on l'a mis comme ça? C'est parce qu'on considérait que les citoyens avaient une responsabilité. Les citoyens sont autonomes dans leur sécurité routière. Donc, on veut être avec eux. On ne veut pas être en avant. On ne veut pas être paternaliste. On veut être avec eux autres. Comprenez? Mais toutes ces discussions-là, ils ont lieu là, avec des centaines de personnes. Parce oui, non, peut-être. Vous comprenez? Fait que c'est super important, la vision, qu'elle soit travaillée, comprise. C'est très, très important. Puis qu'elle vous ressemble. Puis, je pense qu'il faut sortir des fois des textes de loi. Il faut aller sur l'esprit de la loi plus que sur il faut aller sur le sens plus que sur les faits, comment que les mots sont écrits dans une loi. Ça, c'est la mission. Mais même là, la mission, il faut qu'elle soit aussi simplifiée pour que les gens comprennent. Comprenez? Fait que, moi, je pense qu'on a le droit de se donner. Hein? On a un droit. Le sens, au-delà de la loi, au-delà des mots, parce que souvent, dans la fonction publique, on a tendance à se conformer aux mots. Oui. Mais là, on parle d'une vision. Donc, j'entends, puis Annie, je te prête la parole, mais j'entends qu'il faut pas escamoter encore une fois ça, parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez porter longtemps. Hein. C'est pour 3 ans, par exemple. Des fois, dans certaines organisations, on le fait sur 5, des fois, on le fait sur 2. Annie, comment le travailler à la CCBN, puis comment ça vous porte en avant aussi? Merci. Ça a été vraiment un exercice à la fois exigeant puis super emballant. Je m'explique. Nous, notre loi constitutive, à date de 1908, n'avait jamais été modifiée. Fait qu'à l'époque, je n'aurais même pas pu diriger l'organisation parce que les femmes n'avaient pas le droit de vote. C'est comme on jase de ce genre de niveau d'écriture-là, très, très réglementaire. Puis c'est même un français ou un anglais de l'époque. Ça a un cachet le fun, mais quand on veut l'appliquer ici maintenant, c'est un autre défi. Alors là, de comprendre à la fois au niveau du conseil d'administration et de l'équipe de direction qu'on ne mettait pas ça de côté ou on ne le met pas dans un tiroir pour dire qu'on ne s'en occupe plus. On ne peut pas changer une loi constitutive
de notre côté, en tout cas, ce n'est pas possible. Par contre, on s'est dit, mais comment ça peut devenir quelque chose qui est contemporain, qui a un sens ici maintenant en 2021, 22, 25? Et là, ça a été très challengeant de trouver les bons mots. Comme il dit, chaque mot est important. Puis, on est arrivé avec quelque chose qui n'est absolument pas en rupture avec ce qui était, mais c'est quelque chose qu'on peut résumer dans une courte phrase, puis qui dit aujourd'hui, on est les gardiens d'un parc historique et urbain, un haut lieu de rassemblement. Ça disait ça en 1908, mais différemment. Puis, on se dit qu'on veut en faire un espace inclusif, accueillant. Ça a l'air simple, là, mais de rendre les plaines d'Abraham accueillantes en pleine pandémie, c'est un bon défi de sécurité à titre d'exemple. Puis l'autre chose que j'ajouterais là-dessus, c'est que d'avoir une vision, là, moi, je mets ça beaucoup en opposition à avoir des besoins. Tu sais, dans la vie, là, des besoins, c'est comme un nombril, tout le monde en a un. Là, puis, tu sais, d'aller voir, mettons, nos parties prenantes avec j'ai besoin, on a besoin, les directeurs viennent voir le PDG, j'ai besoin, on va au CA, on aurait besoin. À un moment donné, oui, c'est vrai, il y a des besoins d'une organisation, mais ce n'est pas quelque chose qui est structurant, tout ça. C'est comme, une fois que c'est réglé, on fait quoi avec ça? Là? Tu sais, j'ai réglé le besoin, mais what's next? Alors là, une vision, c'est justement, ça devient quelque chose de, comme Yves le mentionnait, on regarde en avant, puis ça nous permet de prendre des décisions éclairées, de voir si on a vraiment besoin de tel truc, parce que finalement, ça pourrait être infini, tout ça. Mais non, là, on va prendre... Donc, ça donne vraiment une direction. Et ça, je ne dirais pas que juste que ça facilite, parce que ça demeure challengeant, puis comme tu dis, il faut toujours s'ajuster. Ce n'est pas parce qu'on écrit ça, nous, là, c'est bien frais. Fait que s'il fallait qu'on change des mots de ce qu'on a écrit en décembre, on aurait des problèmes. Mais peut-être qu'en 2024, on va avoir ajusté des choses, puis c'est bien correct comme ça. Mais ça nous donne un peu aussi des barèmes pour prendre des décisions sur ce qui est vraiment un besoin ou pas en fonction de la vision. Puis, tu sais, quand on va arriver pour nous représenter l'organisation, je peux imaginer, même si la SAAC, c'est très grand, puis vous avez un certain monopole, mais il y a quand même des revendications réglementaires ou autres avec, dans l'ensemble de la fonction publique québécoise, c'est la même chose pour nous. Et ça nous donne un peu un outil pour dire, nous, c'est ça notre vision, c'est ça ce qu'on fait avec cette organisation-là pour les prochaines années. Et c'est très, très, c'est très porteur vraiment. Puis ça donne, je pense que ça donne confiance aussi à nos parties prenantes, externes ou internes. Ça donne vraiment beaucoup de confiance parce que c'est affirmé et ça a été choisi pour l'ensemble. Ce que tu disais tantôt, Annie, que ça prend du courage. Une vision, il faut que ça amène un niveau. Oui. Un niveau. Il ne faut pas que ça devienne une anxiété chronique, là, mais il faut qu'il y ait un certain courage. Il faut qu'on sente un peu de papillon. Oui. Vous comprenez? Il ne faut pas que ça soit téméraire. Ça, c'est la ligne à ne pas franchir. Il faut que ça soit courageux et que ça porte vers l'avant. Et ce que vous dites, dans le fond, c'est ce qui permet à l'organisation de se mettre en mouvement aussi. C'est ce qui va permettre à l'organisation de se mouvoir, comme dit Yves, aller de l'avant et tout ça de façon concertée. Et on fait des planifications stratégiques, puis là, on se dit, c'est pour 3 ans, puis dans la fonction publique, c'est le nombre d'années réglementé, etc. Mais est-ce que si je dis, quand vous regardez, vous avez préparé votre vision, est-ce que vous avez regardé un petit peu au-delà de la durée pour la positionner, cette vision-là, tout en posant des objectifs peut-être à plus court terme pour respecter un certain délai logique, mais est-ce que vous cherchez votre grande ambition? Est-ce que vous allez au-delà un petit peu de la durée prescrite? Puis Annie, je sais que tu viens de le faire, là, donc vous l'avez travaillé comment aussi, cette ambition-là? Effectivement, on l'a un peu séquencé sans que ce soit vraiment avec des mois ou un trimestre ou de 18 mois, 24 mois, on n'est pas là-dedans. Mais on a compris ensemble qu'on avait des choses qu'on pouvait faire maintenant, puis on a déjà commencé dans notre quotidien ou à peu près ce qu'on appelle, disons, des quick wins, là, des choses qu'on sait que on peut faire là, c'est pas très coûteux, ça fait une différence immédiate, puis ça mobilise les gens sur faire les autres choses. Puis après ça, il y a des éléments qui ne peuvent pas être faits à court terme. C'est comme pas possible. Ça demande beaucoup de changements au niveau de la perception externe. Il faut y aller par étapes. Mais c'est sûr qu'on s'est ensemble donné cette ambition-là, dans le sens où nous, tout le monde dit, les plaines d'Abraham, c'est le plus beau parc à Québec, mais nous, on pense que Central Park, on est pas mal plus beau que ça. Fait qu'on, maintenant, est-ce qu'on va avoir demain matin cette notoriété-là internationale?
Non, mais on va sûrement franchir des jalons d'ici 5 ans, puis je l'espère dans les 10 prochaines années, pour se positionner comme une entité aussi importante que ça dans une espèce de patrimoine mondial. Donc, et ça, bien, ça va prendre du temps, mais maintenant, on va commencer à l'affirmer maintenant. Donc, je pense que c'est un équilibre entre les deux. Les quick wins, puis les choses qui ne sont pas lunettes roses, mais qui sont ambitieux, puis effectivement, que quand on lit ça, on fait comme, OK, on s'est commis, là, on s'est un peu challengé. Il ne faut pas que ce soit fessier, ça. Ce qu'on écrit, si on est sûr de l'atteindre avant de l'avoir écrit, pardon, bien, ça déstabilise, ça nous amène pas beaucoup plus loin. Je pense que ça mérite que ça soit un peu challengeant. Ouais. Puis chez vous, Yves, est-ce que justement cette grande vision-là qui nous ramène ensuite à dire, bien, OK, comment je vais poser mes jalons, est-ce que vous le faites un peu comme ça aussi? Oui, bien moi, ça me parle beaucoup ce qu'Annie dit parce que moi, je pense que c'est impossible de rallier les gens si tu ne rêves pas. Tu sais, là, si c'est juste pout, puis les gens, ils vont te dire c'est pas assez loin, c'est pas assez innovant, tu aurais dû aller encore plus loin. Donc, je pense qu'il faut se rendre le plus loin possible dans notre discussion. Ensuite, là, il faut séparer ça, puis il faut que ça soit, il faut que tu le ramènes. Je vais faire quoi cette année, je vais faire quoi l'autre année d'après, etc., sur le chemin de ton idéal. On comprend? Si tu ne fixes pas ça, tu ne rallieras pas toutes les parties prenantes. Fait que dans une équipe, il y a des gens qui disent, regarde, ici et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les quick wins. Puis tu as d'autres personnes qui disent, qu'est-ce qu'il faut faire dans 5 ans? Puis il y en a qui vont même aller jusqu'à 10-15 ans. Là, OK? Les visionnaires qu'on appelle, naturels. Fait que comment rallier tout ce monde-là? Je pense que l'exercice, il faut qu'à la fois, elle aille très loin. Puis ensuite, tu la découpes puis tu dis, bon, ben voici mon plan. Que ce soit 3, 4, 5 ans d'une loi, tu le découpes en fonction d'une réalité, en fonction de ce que tu vas pouvoir réaliser dans les 3 ans. Mais encore là, moi, je dirais, si c'est fessier, comme Annie dit, tu fais ton plan puis tu te dis, bon, mais là, regarde, dans les 3 prochaines années, je suis certain de réaliser ça. Moi, en tout cas, comme dirigeant, haut dirigeant d'une société, dans une société d'État, nous autres, on essaie toujours, tu sais, je vais essayer peut-être de me pousser à réaliser la 4e année dans 3 ans. Tu sais, je vais essayer de me donner un peu de challenge. Là. Mais c'est faire attention de ne pas prendre la 10e année puis la ramener dans la 3e. Parce que là, je vais être dans le trouble. Puis là, les quick wins puis les ici maintenant, là, c'est comme la pyramide de Maslow. Ceux-là, il faut que tu les règles. Les petits problèmes là, quotidiens, si tu ne les règles pas, là, tu ne pourras pas aller rêver plus tard. Il faut absolument que tu t'en occupes aussi des quick wins. Fait que c'est très intéressant. On pourrait en parler pendant des heures. Mais dans le fond, là, tout est une question d'équilibre dans la vie. Hein? Puis là, ben, ce grand rêve-là, il ne faut pas s'empêcher de l'avoir parce qu'on a un échéancier dans notre plan stratégique. C'est ça que j'entends de votre part. Ce grand rêve-là, il faut qu'il soit là en arrière. Il faut toujours y penser. Mais en même temps, il faut avoir le courage de régler ce qu'il y a à régler tout de suite pour mettre les piliers et la base suffisamment solide pour y arriver. Ça fait que c'est un équilibre entre tout ça. Et quand on parlait de vision tantôt, on disait, vous l'avez dit un petit peu, mais je veux juste m'assurer que pour les gens, c'est clair. Est-ce que vous avez l'impression que cette vision-là, puis ce grand rêve-là, mobilise vos équipes? Comment vous sentez cette vision-là au quotidien? Comment on peut en faire un rêve pour tout le monde, par exemple? Que mon employé, quand il vient travailler, il est comme avec vous autres dans ce grand rêve-là. Comment vous faites pour arriver à ça, Yves? À la salle. Ben, là, il y a beaucoup de possibilités. Il faut être créatif et innovateur avec nos employés. Mais je vous dirais, nous autres, on a créé des signes. Tu sais, en fait, on avait un témoin, par exemple. On a créé un témoin. Ça ressemble à un témoin comme un témoin là, qu'on se passe un puis l'autre. Bon, aux Olympiques, exact. Je suis dans mon temps. C'est d'actualité. On a créé un genre de témoin dans lequel il y avait la vision de l'émission, tout ça, mais les gens signaient, puis intégraient le nom dans le témoin. Puis le témoin, ben, by the way, il avait 4 faces, 4 ans. Puis on remettait une étoile, comme aux Olympiques. À chaque année, on se remettait une étoile. Est-ce qu'on a réussi notre première année, notre deuxième, notre troisième, notre quatrième? Fait qu'on a créé ce lien-là entre les employés et la haute direction et les membres du conseil d'administration. C'est un exemple. C'est simple, là. Mais des fois, on est trop sérieux dans nos habits de fonctionnaires. Là, comment est-ce qu'on peut décoincer ça un peu puis que ça devienne plus tribun, que ça soit tout le monde ensemble. Amusant aussi, oui. Amusant, que ça soit un symbole organisationnel qui nous porte.
Fait qu'à chaque matin, quand j'arrive et je vois mon témoin, bien, nécessairement, ou j'en parle une fois de temps en temps avec mon gestionnaire, bien, nécessairement, ça revient. Okay? Puis je suis encore enligné sur cette vision-là, parce que souvent, au bout de 2-3 ans, il y a quelque chose qui va t'amener à dire il faudrait que j'en fasse une autre planification stratégique, parce que là, les gens, ils m'amènent ailleurs. Fait que moi, je pense qu'il faut aussi simplifier le message. Et là, à ce moment-là, les gens les gens de marketing, les gens qui, tu sais, il faut s'amuser. Pour rendre ça vivant, là. Et Annie, comment tu prévois tout déployer ça? Là? Parce que je sais que ça s'en vient aussi. Là. Oui, mais j'ai réfléchi, bien sûr, parce que je me disais, oui, on vient de le faire, mais en même temps, j'ai cette impression-là. Bien, pas l'impression, je vois bien que ça se met en branle dès maintenant. J'avais plutôt, la semaine passée, une discussion avec les gens qui sont responsables de l'entretien ménager sur le parc. Bon, tu sais, en pandémie, d'avoir des blocs sanitaires disponibles pour les gens qui étaient, tu sais, c'était comme devenu bien, bien important. Puis les gens ont pris part à notre discussion de planification stratégique. Puis moi, ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai quelqu'un de cette équipe-là qui m'a dit « Madame Talbot, moi, je sais que je suis responsable de la sécurité de nos usagers. » Tu sais, on n'était plus là, dans de l'entretien ménager. Non, on était dans une autre posture. Fait que ça donne une espèce de fierté, de sentiment d'accomplissement qui est tellement important, mais parce que c'est vrai aussi. Tu sais, on ne peut pas penser d'aller passer 3 heures sur les plaines sans avoir besoin de ça. Puis dans un contexte de pandémie, bien, c'est comme bien important ces questions-là, puis ça va toujours le demeurer. Alors, ça je l'ai constaté déjà. Puis je le vois aussi, je dirais, dans ce que je pourrais appeler, on a un processus de recrutement actuellement. Puis je vous dirais que dans la gestion de la marque employeur, là, ça, c'est probablement la vision, d'avoir une vision, c'est tellement ça qui fait la différence, puisqu'une tâche pour une tâche, un mandat pour un mandat, un contexte organisationnel, tout le monde a ça. Mais là, l'espèce de plus qui fait que, ah ouais, là, c'est ça qu'on va faire ensemble, c'est toute la différence pour mobiliser les gens. Donc, on n'a pas encore un symbole, mais ça me donne le défi qu'on en trouve un qui soit significatif pour tout le monde. Mais tu sais, déjà, on voit qu'il y a des choses que ça change dans le quotidien. Puis ça, j'en suis vraiment ravie. Là. Qu'est-ce qu'on se disait? Moi, Annie, à un moment donné, en discutant, là, peu importe que ce soit une grande entreprise, une petite entreprise, bon, à la fin de la journée, là, puis on est tous comme ça, hein, c'est quoi ma contribution comme humain à mon organisation? Tu sais, Annie parle des gens d'entretien. Walt Disney, là, c'est super important, les gens d'entretien. C'est les premiers en ligne. Comprenez? C'est pas les hauts dirigeants qui sont en arrière dans le tour, là. Tu entends? Non. Fait que, qu'est-ce que c'est quoi ma contribution individuelle et personnelle à mon organisation? Puis moi, je pense que c'est le début du bonheur au travail. Tu sais ce que tu as à faire, ton boss le sait, puis quand tu vas le faire, tu vas y dire tout le monde est heureux. Comprenez? C'est simple. Il ne faut pas inventer l'histoire. Exact. Vous créez un alignement, hein? Vous créez un alignement parce que des fois, moi, j'illustrais la vision en disant quand la vision est maîtrisée dans une organisation, on regarde tous dans la même direction, on prend tous le même chemin avec nos couleurs, nos saveurs, mais au moins on vise au même endroit, on a notre cible. Et ça, bien, ça permet vraiment aux gens d'avoir, on va dire un anglicisme, mais ça make sense, ça fait du sens. Puis, comme dit Yves, le bonheur, le plaisir, quand je sais pourquoi j'y vais, bien, moi, je trouve ça le fun. Puis, avec ce qu'on a dit précédemment, bien, vous le commencez dès le départ, au moment où vous préparez votre plan, et vous continuez quand le plan est en œuvre. Puis j'aimais ça, Yves, quand tu dis, ben, pas juste à l'année 1, hein, à l'année 2, à l'année 3, à l'année 4, on se rappelle hein, qu'on a des choses à faire. Fait que ça aussi, c'est intéressant parce que ça nous permet de faire vivre au quotidien. Ça m'amène justement à maintenant en faire un outil de gestion au quotidien. Le temps passe. Donc là, les gens vont préparer leur plan. Annie, ça vient d'être fait, mais les gens vont être prêts à finaliser ça. Ça va leur prendre quelques mois. Ensuite, quand on a fini, là, il faut le mettre en œuvre. Il faut le faire vivre encore une fois. Il faut suivre ça.
qu'est-ce qu'on met en place pour s'assurer que ça ne demeure pas quelque chose qui est tabletté, qu'on ne se rappelle pas, qui n'est pas vivant? Annie, je sais que tu réfléchis à ça actuellement pour ton organisation. Comment tu vois ça, les prochaines étapes de mise en œuvre? C'est de faire en sorte que ça soit, parce que souvent, en tout cas, ce que j'ai pu vivre dans d'autres organisations, même avant, c'est que souvent, on a l'impression que la planification stratégique, là, quand on est déjà tout le monde très occupé des enjeux quotidiens, des enjeux budgétaires, de tout quanti. Puis là, les gens disent, ouais, mais là, on va rajouter ça par-dessus. C'est comme, 3 objectifs de plus, un truc croisé. Là, les gens voient ça comme une montagne, mais ce que ça fait, moi, c'est ce que j'essaie de donner là, comme exemple, c'est que au contraire, ça simplifie la prise de décision. Ça fait en sorte qu'on a comme, entre A, B ou C, bien, c'est évident, ça va être B parce que c'est comme ça. Ça vient nous recadrer quand on a des fois trop d'options puis qui pourrait faire qu'une équipe part dans un sens, une équipe dans l'autre, puis qu'à la fin, ça fait pas, c'est pas consistant comme stratégie d'équipe. Alors ça, j'essaie de faire en sorte que ça devienne quelque chose qui soit simple. Pas juste théorique, puis du niveau de conseil d'administration, que tout le monde se dise, ben moi aussi, c'est à mon niveau. Là, on a simplifié la façon de l'écrire, on a rendu ça accessible pour que tout le monde puisse se l'approprier. On est vraiment dans la phase d'appropriation, mais je ne lâche pas le morceau. Quand on a des comités de direction, comités de gestion, on revient là-dessus. Mais là, je me rends compte que ce n'est pas juste moi qui l'impose, c'est comme ça devient déjà comme dynamique. Là, ça vient de tout le monde, donc ça, c'est bien. Puis je pense qu'il faut aussi peut-être, puis là, ben, Yves pourra peut-être plus témoigner que moi dans ce mandat-là, mais il faut en faire une certaine vigie aussi. On ne peut pas juste dire on s'en parle en début d'année quand on fait le budget, puis on s'en reparle avant de fermer l'année. C'est plus que ça doit rester toujours très présent dans les échanges. Fait que je présume que ça doit devenir toujours, il faut en faire une vigie sans que ce soit hebdomadaire, mais il faut qu'il y ait des cycles très précis pour qu'on sache où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis si dans notre planif, il y a un sous-objectif qu'on n'a pas pu avancer, bien, on a des explications. Ce n'est pas encore là une faute, mais c'est juste qu'on le sait au moins. Fait que ça ne fait pas qu'à la fin, ça devient quelque chose que sur 10 objectifs stratégiques, on en a fait un, puis les autres, bien, c'est devenu comme juste des mots. Fait que je vais essayer d'être très vigilante là-dessus et j'allais dire insistante peut-être. Intéressant. Yves Alassac, En tout cas, je pense que tu vas réussir parce que c'est les bonnes choses à faire. Bon, je pense. Je dirais ça d'entrée de jeu. Je pense que je dirais ça d'entrée de jeu. Tu sais, la méthode W, dans le fond, il faut voir aussi que nous autres, en parallèle, mettons dans la deuxième semestre, là, la deuxième 6 mois, là, nos gestionnaires, là, on les fait travailler déjà sur les indicateurs, les objectifs. Fait qu'on crée des communautés de pratique à l'intérieur de la société, puis ils commencent déjà à travailler sur des indicateurs, tu sais, pour nous pousser plus loin. Avec ça, bien, dans le fond, nécessairement, les gestionnaires vont commencer à bâtir un plan d'action. Et chacun commence à bâtir quelle action qui va contribuer à atteindre ce que l'indicateur puis la vision de l'organisation. Et formellement, là, quand le 12 mois est fini, on donne quelques mois là, après le 12 mois, mais chacun doit avoir son plan d'action et chaque équipe dans l'organisation doit avoir son propre plan d'action. Dans le détail. Ça veut dire qu'un gestionnaire, quand il va aller vers son équipe de 10 ou 12, là, il ne se retrouve pas avec 3800 personnes. Là. Il y a 12 personnes. Mais c'est quoi dans sa section à lui? Quelle va être sa contribution dans la planification stratégique? Et ces plans d'action-là sont formellement déposés. Puis, comme Annie disait, on les suit pour s'assurer qu'on avance. Et moi, je dis tout le temps, j'espère qu'il y en a qui vont être reportés des actions. Là. Parce que si vous ne reportez pas d'action, c'est parce qu'on était... Non, c'était pout comme planification stratégique. C'est ça, exact. Fait il faut en reporter, puis il faut en devancer, puis il faut en réaliser aussi. Fait que nous autres, à chaque 3 mois, on fait la lecture de ça, mais à chaque 6 mois, on essaye de faire une rencontre de gestionnaires. Puis là, les modes virtuels nous aident de plus en plus. On comprend qu'il n'y a plus de prétexte pour ne pas faire de réunion là, avec un grand ensemble. Fait que nos 200 gestionnaires, on fait le point sur nos actions. Et souvent, on en choisit des actions là-dedans et c'est les gestionnaires qui vont venir présenter leur réalisation. Vous comprenez? Et on va de 6 mois en 6 mois comme ça.
Fait qu'on reste mobilisé dans notre planification stratégique. On reste aligné dessus. Puis même, je te dirais que quand il y a des indicateurs qu'on voit ou des objectifs qui ont plus de sens, on a le droit de les modifier en passant. On a le droit, là. Puis on fait ça dans notre règle, dans notre rapport annuel de gestion, en toute transparence. On explique à l'Assemblée nationale. Bon, ben, on convient aussi, là, mais on le change. Tu sais, on le change, tout simplement. Puis on avance avec ça. Fait que ça devient quand même, tu sais, ça devient plus que vivant. Là. C'est très, très dynamique. Fait que, après 3 planifications, là, je peux vous confirmer, bien, tu sais, Annie, je pense que tu as la bonne recette. Mais nous autres, par bout, on s'est peut-être un peu perdu ou enfargé. On disait, ben là, on va attendre l'autre planification stratégique avant de changer quelque chose. Non, non, tu peux le changer ici et maintenant là, si ça ne fait plus de sens. Tu peux en ajouter une. Un objectif, si tu vois que ça devient majeur et tu ne l'avais pas vu dans ton contexte. Effectivement, effectivement. Parce que, tu sais, on peut imaginer quand on a des ordres de mandat qui viennent du ministre de tutelle, ben, puis que tout d'un coup, ça change quelque chose de façon importante, bien là, ça devient une toute autre lecture qu'on ne pouvait pas savoir il y a 12 mois, 18 mois. Mais là, on se comprend bien qu'on ne peut pas se sortir de ça. Effectivement, il faut savoir s'ajuster. Puis que ça demeure toujours, je pense qu'il faut que ça demeure toujours actuel et pertinent. Tu sais, ça peut pas avoir de l'air historique avant même qu'on l'ait fini. Là, tu sais, ça, c'est... Même si l'histoire chez nous, c'est bien important, mais pas ça, pas la planif. C'est ça, c'est sûr que l'histoire, c'est tellement des grandes sociétés qui ont été bâties sur c'est pas juste du rationnel, il y a de l'émotion dans la constitution de nos entités. Là. Ben oui, beaucoup de fierté derrière ça. Ben oui, ben oui. Il faut composer avec ça aussi. Là. Tout à fait. Puis ce que je retiens dans la mise en œuvre, puis rendre ça vivant, cascader à l'intérieur de vos organisations, cascader les responsabilités, impliquer au quotidien, puis revenir dans vos comités de gestion, direction, peu importe, aux exécutifs, puis retravailler, donc le mettre au cœur de vos discussions pour que, comme dit Yves, c'est plus que vivant, c'est là, et ne pas hésiter. Il y a un point, Nancy, que je voudrais dire, là, ça fait 2-3 fois qu'il me vient à l'esprit, mais là, je vais juste pour ne pas l'oublier. Ça arrivait souvent que nos employés, là, ils nous emmenaient plus loin que ce que nous autres, on voulait faire. Autrement dit, ce n'est pas juste nous autres, c'est eux autres aussi qui ont de l'influence. Beaucoup. Donc, vraiment un travail d'équipe, ce que j'entends. Donc, pour les gens qui embarquent dans ce processus-là, faites ça de façon ouverte, ouvrez à l'extérieur, ouvrez avec vos employés, avec vos parties prenantes, écoute, synchronise, travail d'équipe. Moi, j'ai beaucoup entendu ça. On arrive déjà à la fin. On pourrait en discuter tellement, puis vous êtes tellement intéressant. Merci beaucoup. Là, je vais repasser la parole à Daniel. J'ai beaucoup apprécié nos échanges. J'espère que nos participants aussi. Il nous reste des questions. On a 15 minutes pour les questions. Donc, Daniel va revenir, va vous poser les questions du public qu'il a reçues pendant le webinaire. Et bien, moi, je vous remercie déjà parce que Daniel fera le mot de la fin. Ça fait 3 fois que je le dis, mais je suis vraiment contente de vous avoir eu avec nous ce matin. C'est un plaisir, Nancy. Vraiment, merci. Merci, Nancy. Merci, vous aussi. Bonjour tout le monde, puis merci à nos panélistes. Vous avez été vraiment très bons et passionnés. À preuve, on a reçu beaucoup de questions. Avant d'y aller, peut-être une bonne nouvelle pour les participants. Pour ceux qui voudraient revoir le webinaire ou le partager avec des collègues, il a été enregistré. Puis il va être disponible en rediffusion bientôt sur notre site Internet. Vous allez avoir toutes ces coordonnées-là dans le courriel de remerciement pour les participants. Un autre petit élément, Raymond Chabot est membre de l'Institut de gestion financière. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes membres de l'Institut de gestion financière. Puis mars, on sera l'organisme en vedette avec un avis d'expert qui sera déposé sur le site de l'IGF. Fait que si vous voulez voir cet avis d'expert-là et le retrouver puis en voir d'autres, vous pouvez vous promener sur le site de Raymond Chabot, vous inscrire à notre infolette, vous êtes bienvenus. Vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup de matériel. Fait que j'ai allé avec les questions. On a 6. On a minimalement 6. Je vais l'assigner à quelqu'un peut-être pour une brève réponse, puis les autres pourront compléter. On va commencer avec Annie, en provenance d'un ministère qui a une clientèle très diversifiée et très multiculturelle. C'est quoi la démarche, le processus dans l'élaboration, la communication, la mobilisation
pour que les employés qui forment la base de l'organisation se sentent concernés, dans un contexte aussi où la seule constance pour tout le monde, y compris ces gens-là, c'est le changement. Comment quelqu'un, comme tu veux poser, je te laisse aller. Ouais. Merci. Je dirais que on pense que, particulièrement dans la période de pandémie qu'on traverse, que la seule constance qui reste, qui ne change pas, c'est le changement. Mais je vous dirais que c'est quelque chose que j'ai appris depuis longtemps. C'est toujours ça. Et ça, que ce soit dans un contexte financier qui vient changer de façon drastique l'approche, que ce soit là, dans ce cas-là, c'est un contexte d'une pandémie mondiale, ça peut être... Donc, je pense que ça demeure quelque chose avec lequel il faut accepter d'être très souple, d'être très résilient face à ça, parce que ça sera toujours là. Maintenant, en ce qui a trait à la présence des communautés diverses, je dirais que pour nous, au fédéral, dans les agences fédérales, c'est vraiment un engagement de tous les instants de faire place à la diversité, à l'inclusion, de toute la question de vérité, réconciliation. C'est devenu des piliers extrêmement importants pour nous. Et puis, on pourrait embarquer dans la décolonisation des organisations d'État. C'est vraiment des enjeux qui sont là pour très longtemps et qui sont extrêmement, qui viennent toucher le fond de notre approche par rapport à qui nous sommes comme gestionnaires publics. Mais je dirais que bien simplement, c'est encore là, ça peut sembler un mot un peu clé, là, mais c'est vraiment l'ouverture, l'humilité par rapport à la différence que ces membres des équipes qui sont les représentants de communautés diverses et différentes nous amènent leur regard qui n'est pas le même que nous, puis d'accepter de parler ouvertement de nos biais face à ça. Ça devient, en tout cas, c'est très important au quotidien, mais particulièrement dans un processus de planification stratégique. Alors, c'est pas, s'il s'avérait que dans les organisations, on n'a pas encore fait assez de place pour toutes sortes de raisons aux communautés, puis à la diversité, à l'inclusion, mais il faut vraiment prêter une oreille extrêmement précieuse et ouverte à cette dimension-là qui viendrait des équipes qui arrivent dans l'organisation. Dans 15 ans, on sera ailleurs, je l'espère, dans 5 ans même peut-être. Mais actuellement, ça pourrait être assez probable que des dirigeants prennent des décisions qui sont peut-être un petit peu comme plus dans ce qu'on connaît conventionnellement, mais ce n'est pas correct de le garder, ce regard-là. Donc, moi, je dirais d'accorder une importance peut-être encore plus grande et de s'assurer qu'on leur donne une voix si tant est qu'ils pouvaient hésiter à la prendre. Parfait. Merci beaucoup. Il y allait avec Yves, en provenance d'un organisme d'une très grande taille avec qui nous avons tous un rendez-vous annuel et que je salue particulièrement chaleureusement. Et nos amis. Comment faire pour intégrer des initiatives transformationnelles dans la planification stratégique alors que les initiatives opérationnelles attirent l'attention des autorités? Comment intéresser les acteurs décisionnels à une réelle transformation de l'organisation? Moi, je vais être plate, mais il faut réussir à faire le tout en commun. Tu sais, c'est des paradoxes. Puis il ne faut pas se laisser piéger par ça. Donc, le tout en commun, c'est il faut réussir, tout en se transformant ou en innovant ou en évoluant, comment aussi nourrir le ici et maintenant. OK? Puis, il faut aussi que les autorités, puis j'ai la foi, parce que on a eu accès à, moi, Daniel, ensemble, même ensemble, on a eu accès à les hautes autorités, les très hautes autorités gouvernementales. Quand tu es capable de réconcilier la transformation avec le ici et maintenant, nourrir, moi j'appelle ça nourrir la bête, nourrir ce qui fait mal aujourd'hui, mais se transformer pour que ça devienne pérenne dans le temps. Ça peut, tu sais, tu as un problème aujourd'hui, si tu ne te transformes pas, il va arriver demain, puis après-demain, puis après-demain. Tu sais, donc, et les autorités politiques et les conseils d'administration, quand tu réussis à faire le tout en commun, ils te suivent, ils te laissent aller aussi là-dedans. Fait qu'il ne faut pas faire juste un ou juste l'autre. Je pense que quelqu'un qui veut juste transformer, il va passer pour un rêveur. Puis quelqu'un qui veut juste faire un trou de cheville, ben lui, il va passer pour quelqu'un qui veut juste régler des petits problèmes à court terme. Je pense qu'il faut vraiment rallier, là, et ça, il y a des cours qui se donnent là-dessus. Comment rallier le tout en commun? Ouais. Je pense que c'est très important. Puis quand tu en as un tout en commun, puis tu es un haut gestionnaire ou un directeur, il faut que tu le prennes. Parce que c'est là que tu as une valeur ajoutée comme dirigeant, de venir adresser ça.
comment est-ce qu'on va réussir à... Tu sais, comment je fais pour, par exemple, comment je fais pour travailler en solidarité avec mes patrons à haut niveau, puis en même temps d'être solidaire de mes équipes? Hein? Ça en est un autre paradoxe. On est entouré de paradoxes. Sauf que notre job comme leader, c'est le tout en commun. Fait que, je te dirais, pour résumer, c'est qu'il faut oser, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner, il faut se transformer ou évoluer parce que la société change, mais il faut nourrir aussi les problèmes du moment. Okay? C'est trop facile peut-être de juste faire les problèmes du moment. Ça serait trop facile. Et on sait que dans la société d'aujourd'hui, il faut continuer à progresser. On a vécu des situations dans la COVID, on en vit encore dans notre société. Là. Il me semble que, et on entend le discours, on veut régler nos problèmes actuels, mais on entend aussi qu'on voudrait se transformer pour plus que ça arrive. Hein? On entend ça aussi. Fait que je pense que il faut faire les deux. Vous savez, je dirais, notre dernière planif stratégique que j'avais menée, on a conscientisé le comité de direction qu'on menait à deux trains, un train stratégique et un train opérationnel, que le train opérationnel captait toute notre attention, mais depuis qu'on les a nommés, que le comité de direction attache beaucoup de temps à son train stratégique et laisse beaucoup d'autonomie au vice-président, au DG dans le train opérationnel. Ça aide beaucoup. Ouais, ça résume bien. Pour Nancy, une bonne question. Consulter les partenaires et parties prenantes, vous avez beaucoup argumenté que c'était utile, mais jusqu'à quel niveau? Est-ce qu'on parle des enjeux, des orientations? Est-ce qu'on les consulte même sur nos cibles et nos indicateurs? D'abord, je pense qu'il faut les consulter sur la situation actuelle, ça c'est sûr et certain. Comprendre leurs attentes, leurs besoins, comme disait Annie, pour pouvoir en avoir une idée. Ça commence là. Maintenant, il faut aussi voir comment ils souhaiteraient, eux, que ça se transforme, que ça évolue et quelle cible voudrait être atteinte. Est-ce que ça deviendra un indicateur? Pas nécessairement. Mais la consultation des parties prenantes n'est pas de leur faire fixer quelque chose pour nous, hein. C'est d'écouter et d'entendre. Et ensuite, d'utiliser ça pour choisir et décider comme organisation. L'organisation est souveraine. Ces parties prenantes ont des biais aussi. Une partie prenante a un angle de vision. Une autre partie prenante a un autre angle de vision. Donc, les parties prenantes, pour moi, doivent vraiment être consultés de façon très large pour s'inspirer, mais pas nécessairement décider pour nous. Puis je ne sais pas si vous êtes d'accord, Yves et Annie, mais moi, comme professionnel en accompagnement stratégique, c'est comme ça qu'on l'utilise, la consultation des parties prenantes. Exact. Clairement. Parce que de façon bien pratique, prenons l'exemple des plaines d'Abraham, les objectifs d'un festival d'été ne sont pas les mêmes que notre organisation. Alors, on a un partenariat avec eux que tout le monde connaît, mais à certains moments, on doit discuter des nuances puis des réalités qui sont différentes. Alors, effectivement, il faut se garder, je pense, peut-être cette saine distance-là par rapport à... C'est ça. Ils ne sont pas dans l'organisation, ils sont autour et avec complicité, respect, mais quand même. Sais-tu, lorsque tu as eu tes discussions sur les éléments, est-ce que c'était viscéral, le commentaire? C'était une anecdote, c'était une suggestion. Tu sais, il y a des nuances. C'est-tu un incontournable? Bon, à un moment donné, tu sais, si tu fais la tournée des parties prenantes, tu reçois toujours le même commentaire, puis qui est assez important, ben, je pense que l'humilité, là, il faut qu'elle joue. Mais par contre, si c'est anecdotique, ben, là, tu peux dire, ben, dans ma prochaine planification, je vais commencer à réfléchir à certains éléments, tu sais. Encore là, c'est une question de jugement, beaucoup de jugement. Une autre bonne question que je donnerais ouverte à tout le monde. À terme, là, quelques mois plus tard, ou à la fin de l'année, ou au fin de la planif stratégique, là, qui a été déclinée en plan annuel, là, le succès est mesuré par l'atteinte des cibles et les indicateurs. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait être totalement à l'écoute des pragmatiques de nos comités de direction qui disent « Oh, fixons-nous des cibles réalistes et qu'on atteindra ». Qui veut réagir à ça? On a parlé un petit peu, là. Moi, je pense que j'ai la méthode du 80-20. Okay? C'est sûr que si je n'atteins pas au moins 80% de mes cibles, là, je vais passer pour quelqu'un qui, possiblement, qui a une organisation qui a passé à côté ou qui était trop rêveur.
Si j'atteins 100 je vais probablement passer pour une organisation qui était trop pout et qui voulait absolument tout réussir. Moi, je pense qu'il faut jouer dans le 80-20. Puis le 20 que tu ne réussis pas, il faut quand même être capable d'expliquer les raisons fondamentales pourquoi tu n'es pas arrivé là. Parfait. Peut-être pour Nadine, une question en provenance d'un ministère qui rend disponible des infrastructures essentielles partout au Québec. Il y a la pandémie là, qui a changé notre contexte, qui a fragilisé nos repères, puis rend difficile les projections d'avenir. Comment vraiment réaliser l'exercice de planification stratégique dans un monde qui est VUCA, comme disent certains, là, qui est incertain, en mouvement? Chose certaine, en tout cas, puis on a beaucoup de discussions avec nos clients là-dessus, hein, on ne peut pas ne pas faire de planification stratégique ou reproduire des choses puis hésiter parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est sûr que ça nécessite de regarder des tendances, d'essayer de se projeter en avant. Puis on l'a vu là, dans les dernières années, ce n'était pas si facile. Hein? C'est venu complètement changer la donne. Mais je pense qu'on n'a pas le choix de poser des hypothèses. Je pense qu'on n'a pas le choix d'essayer de se projeter quand même, malgré ça. Puis un plan stratégique, puis Yves le disait tantôt, c'est un plan. Ça se peut qu'il change parce qu'il y aura des hypothèses qu'on aura posées qui vont changer. Puis il ne faut pas hésiter non plus dans la vie du plan, parce que c'est vivant, de travailler avec ces hypothèses-là, de les remanier puis de dire, OK, l'hypothèse qu'on avait posée, ce n'était pas la bonne. Et que qu'est-ce que ça change pour nous? Puis qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec notre indicateur ou notre cible dans le contexte où l'hypothèse qu'on a posée a changé? Mais il faut être bien documenté à l'étape du diagnostic là, pour pouvoir poser des hypothèses claires. Mais on n'est pas devin, il n'y a personne qui a une boule de cristal. Là. Donc, c'est clair, mais il faut poser des hypothèses, il ne faut pas hésiter à en poser. Parce que sinon, on va stagner. Là. Puis je pense qu'on va arrêter d'avancer. Une autre question difficile pour les gens du secteur public. Il y a à la fois ce que les professionnels du secteur public veulent réaliser, les enjeux, les dirigeants, mais il y a des élus qui sont élus démocratiquement puis qui fixent la ligne de pensée. Il y a un arrimage entre les plans stratégiques et les objectifs du gouvernement légitimement élu. Comment est-ce qu'on fait pour concilier ça? Est-ce qu'on reste totalement indépendant de l'aspect politique des parlements ou est-ce qu'il faut intégrer ça dans nos plans stratégiques? 30 secondes, parce que la caméra va couper. Je veux juste vous aviser les participants. Et Daniel, tu voulais faire le mot de la fin. 30 secondes. OK. Parfait. Merci tout le monde. J'espère qu'on vous a convaincu que le dépôt d'un plan stratégique, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose, de 4-5 belles années de réalisation inspirante. Je remercie énormément nos conférenciers. Ça a été passionnant. On a encore toute une liste de questions qui rentrent. Puis, on se souhaite à une prochaine. Si vous voulez d'autres webinaires comme tels, répondez à notre sondage. Ça va nous faire plaisir d'en organiser d'autres. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci. Merci à tous.